C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce vendredi sur Lumière du Monde Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Les Argentins se sentent solidaires de la douleur des Français après le drame de lundi qui a coûté la vie à 10 personnes dont 8 Français. Hier soir, les habitants de Bia-Castelli ont observé un moment de recueillement en mémoire des victimes. Aux États-Unis, la nuit a encore été chaude à Ferguson, quelques jours après la publication officielle du rapport sur les pratiques racistes de la police locale. Des précisions en cours d'édition. Et au Burkina Faso, les étudiants ont manifesté ce jeudi à Ouagadougou pour réclamer de meilleures conditions de travail. Nous le verrons dans seulement quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais à l'instant, Ouagadougou a été le théâtre hier d'une manifestation d'étudiants qui exigeaient l'amélioration de leurs conditions d'études à l'université, l'octroi d'allocations mensuelles, la construction de nouvelles salles de cours. Voilà entre autres revendications posées par les manifestants. Les étudiants n'ont pas d'allocation sociale digne de ce nom, leur permettant de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Les étudiants n'arrivent pas à prendre cours à l'heure actuelle au niveau de nos universités parce qu'il y a un manque criard d'enseignants, il y a un manque criard de salles de cours. C'est ça que nous vivons au niveau de l'université. En Égypte s'est ouverte ce vendredi une conférence économique internationale dénommée Égypte l'avenir. Cette conférence qui a pour cadre Sharm el-Sheikh a pour but d'attirer les investissements étrangers dans un pays marqué par 4 années d'instabilité suite au renversement du régime de Hosni Moubarak en 2011. Le point dans cet élément. Attirer les capitaux internationaux, c'est l'objectif de la conférence organisée ce week-end à Sharm el-Sheikh. Car entre 2008 et 2013, les investissements étrangers ont été divisés par 6. De 12 milliards de dollars, ils sont passés à 2 milliards. Le gouvernement espère de nouveau atteindre les 12 milliards en 2015. Depuis la fin de la Révolution, l'Égypte survit grâce à l'argent des pays du Golfe. Mais le Caire veut diversifier ses sources de financement. D'abord, pour moderniser ses infrastructures, en particulier dans le domaine de l'énergie. Pour faire face aux coupures de courant répétitives, le président Al-Sisi veut construire une centrale nucléaire, une première dans le pays. Ensuite, le gouvernement veut lutter contre le chômage qui atteint les 13%. Enfin, l'Égypte espère relancer le tourisme, en perte de vitesse face à la menace terroriste. Pour attirer les capitaux étrangers, le président égyptien devra convaincre dans un pays où 40% de l'économie est détenue par l'armée. Les militaires sont à la tête d'un des projets lancés par Al-Sisi, la construction d'un 2e canal de Suez. Le gouvernement semble prêt à tout pour faciliter l'arrivée de nouveaux financements. Le Caire est en train d'examiner des lois pour empêcher les discriminations entre investisseurs égyptiens et étrangers. Et on repart de la situation de guerre en Syrie. Cela fait maintenant 4 ans que le pays est plongé dans une guerre civile particulièrement meurtrière. Et aujourd'hui, ce sont plus de 4 millions de Syriens qui ont fui vers les pays voisins. Le bilan des 4 années de conflit est absolument choquant, près de 200 000 morts, suivant ce reportage. Plus de 210 000 morts, la moitié de la population déracinée et un pays en ruine. Déclenchée il y a 4 ans, la révolte en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad s'est muée en une guerre dévastatrice. À l'origine, le printemps arabe. Comme leurs frères de Tunisie et d'Égypte, les Syriens réclament plus de droits et de liberté. Les premières manifestations éclatent à Dera, au sud du pays, et s'étendent rapidement à d'autres provinces, même à Damas, la capitale. Les forces de sécurité répriment les rassemblements, occasionnant des centaines de victimes. La brutalité du régime provoque des désertions en masse au sein de l'armée syrienne. Des brigades entières forment la rébellion. Assad envoie les troupes qui lui sont restées fidèles à l'assaut des villes de Homs et d'Alep, bombardées sans discernement. Des centaines de milliers de Syriens fuient leur pays. Ils trouvent refuge en Turquie, en Jordanie ou encore au Liban. Ceux qui font le choix de rester vivent l'enfer. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus de médicaments et plus de nourriture. Pour faire plier la rébellion, l'armée d'Assad tente d'affamer la population. Elle a également recours à des armes chimiques. Le 21 août 2013, la région de la Ghouta en périphérie de Damas est attaquée au gaz sarin
L'attaque fait plus de 300 morts et des milliers de blessés. Pour la communauté internationale, une ligne rouge a été franchie. Autour des États-Unis, une coalition se met en place, prête à punir le régime d'Assad. Mais l'intervention diplomatique de la Russie empêche les bombardements occidentaux. Un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique du régime est trouvé. C'est l'ONU qui se charge de cette délicate opération. Après 3 ans de guerre, Bachar el-Assad ne contrôle plus que 30% du territoire syrien. Les combats et les destructions s'intensifient et le régime utilise abondamment les barils d'explosifs dans ses tentatives désespérées de reconquête. Divisée et manquant de moyens militaires lourds, la rébellion ne parvient pas à faire la décision sur le terrain. Pire, elle est dépassée par l'arrivée massive de combattants djihadistes, notamment de l'État islamique, qui font régner la terreur. La guerre n'est plus seulement civile, elle est religieuse. 2014 aura été l'année la plus meurtrière du conflit, avec un bilan avoisinant les 76 000 morts. Le front ne cesse d'attirer des belligérants comme l'Iran et le Hezbollah, dont l'engagement aux côtés des forces d'Assad est de plus en plus visible. Mais ce sont les crimes menés par l'organisation Daesh qui poussent cette fois les Occidentaux à intervenir. Une coalition militaire se met en place, elle intègre plusieurs pays arabes. Depuis le mois d'août dernier, des milliers de frappes ont été menées contre les positions de l'État islamique. Reste qu'au niveau diplomatique, aucune sortie de crise ne se profile à l'horizon, avec ou sans Bachar el-Assad. Dans le conflit en Irak, l'État islamique, je vous le disais déjà hier, est en perte de vitesse. À Tikrit, dans le nord du pays, avec l'avancée fulgurante des troupes irakiennes appuyées par leurs alliés chiites. Mais pour les djihadistes, pas question de se laisser abattre. Le récent ralliement de la secte islamiste nigériane Boko Haram est salué comme un signe de l'expansion de l'organisation en Afrique. En Irak, l'opération militaire visant à reprendre le contrôle de Tikrit est sur le point d'aboutir. C'est en tout cas l'avis du ministre irakien de la Défense. Cette ville, située à un peu plus de 150 km au nord de Bagdad, était aux mains des combattants du groupe État islamique. Et l'armée irakienne, appuyée par les milices chiites, a lancé une vaste offensive il y a près de 2 semaines. La ville serait désormais encerclée et sur le point de tomber. N'empêche, les djihadistes refusent de parler de revers. Jour après jour, l'État islamique devient fort, a même déclaré un porte-parole de l'organisation dans un message diffusé sur Internet. En fait, les djihadistes préfèrent mettre en avant le ralliement du groupe Boko Haram. Le groupe islamiste a gagné du terrain ces derniers mois dans le nord-est du Nigeria. Samedi dernier, le chef de Boko Haram a annoncé faire allégeance à l'État islamique. La guerre en Irak et en Syrie, qui vous le savez, a poussé à la création de nombreux groupes armés dont des milices chrétiennes. Et justement, à propos de ces milices chrétiennes, l'une d'entre elles s'est officiellement dévoilée avec des attributs d'une armée professionnelle. Son objectif, libérer les régions chrétiennes sous contrôle de l'État islamique dans le nord du pays. La formation comprend 600 peshmerga qui viennent de la vallée de Ninive, des frères chrétiens. La formation a duré 45 jours, une formation intensive à cause des conditions que nous vivons au Kurdistan. Ils sont tous volontaires, ils sont venus de leur propre gré pour défendre leur région violée par le groupe État islamique, pour les libérer et pour ensuite les défendre. Cette unité va épauler les Peshmerga pour libérer la vallée de Ninive et ensuite tenir le terrain après la libération. Nous nous sommes entraînés à tous les types d'armes, les missiles, les armes lourdes, moyennes et légères. Il reste une chose, la question de l'armement. Si nous étions équipés d'armes modernes, cela nous aiderait dans les opérations actuelles, car le groupe État islamique possède tous les types d'armes. Direction la ville de Mongla, dans le sud du Bangladesh. Hier jeudi, le toit d'une usine de ciment s'est effondré alors que 150 ouvriers s'y trouvaient. L'on dénombre actuellement 7 morts et 53 blessés selon un bilan provisoire. Ce drame est loin d'être une surprise dans un pays où les installations industrielles sont souvent précaires. Le Bangladesh de nouveau endeuillé. Le toit d'une usine de ciment de 5 étages en cours de construction s'est effondré.
Le bilan provisoire fait état de 4 morts. Environ 150 travailleurs étaient en service lorsque le drame s'est produit dans la ville de Mongla. Les sauveteurs sont parvenus pour le moment à extraire une quarantaine de rescapés des gravats, mais il en resterait encore beaucoup, pris au piège dans les décombres. L'hôpital le plus proche a été pris d'assaut, les survivants y ont été emmenés. On ignore toujours la cause de cet effondrement. Ce n'est pas la première fois que le Bangladesh est frappé par une telle tragédie. En 2013, un bâtiment abritant des usines de vêtements s'était effondré à Dhaka, faisant plus de 1000 morts. Le démenti a été formel. Vladimir Poutine se porte bien, contrairement aux rumeurs le disant malade qui circulent ces derniers temps dans plusieurs médias locaux en Russie. Selon les services de communication du Kremlin, qui ont par ailleurs diffusé des images du président russe au travail, son état de santé est satisfaisant. Vladimir Poutine n'est pas malade. Le Kremlin a tenu à démentir les rumeurs entourant l'état de santé du président russe, qui n'a pas été vu à la télévision depuis plus d'une semaine et sa rencontre avec le président du Conseil italien, Matteo Renzi. Pour éteindre toute polémique, le Kremlin a même diffusé sur son site internet des photos récentes du président russe en plein travail. Il n'y a aucune raison d'avoir des doutes, explique son porte-parole. Vladimir Poutine est en très bonne santé et il travaille tout le temps. Vladimir Poutine a annulé plusieurs rendez-vous cette semaine, dont un voyage au Kazakhstan. Le Kremlin n'a fourni aucune explication, mais une source gouvernementale kazakh avait indiqué mercredi que le président russe était malade, alimentant ainsi les rumeurs. Des rumeurs qui seraient donc infondées. Vladimir Poutine est en grande forme. En Ukraine, la crise militaro-politique engendre des conséquences sur l'ensemble de l'économie du pays. Il n'y a pas qu'à l'est du pays que l'on ressent les contre-coups du conflit. Dans la partie contrôlée également par le gouvernement de Kiev, les choses ne vont pas très bien. L'inflation commence à atteindre des niveaux suffocants, témoignage de quelques habitants. Je pense que pour notre famille et pour la plupart des familles de la classe moyenne, enfin si on peut les appeler classe moyenne, que nous avons vraiment ressenti la crise depuis que nos salaires restent les mêmes alors que les prix ont augmenté, vraiment augmenté, et pour tout. Nous économisons sur la nourriture, nous essayons d'acheter seulement le strict nécessaire, des graines, de l'huile, des légumes. Nous achetons moins de viande et moins de poissons. Avant, nous pouvions nous permettre d'en acheter un peu, mais maintenant, c'est devenu difficile. Nous voudrions acheter des fruits, mais ça coûte tellement cher maintenant que nous ne pouvons pas nous le permettre, alors que les pommes poussent toutes seules. Pour l'instant, nous pouvons survivre d'une certaine manière, mais quand les prix du gaz auront augmenté, je ne sais pas comment nous pourrons vivre. La nuit a encore été agitée à Ferguson, au centre des États-Unis. Des manifestants ont protesté pour la deuxième nuit consécutive devant le siège de la police locale pour réclamer sa fermeture après la sortie officielle d'un rapport sur les pratiques racistes des hommes en tenue dans cette ville. Ce rapport avait été ordonné par le ministère de la Justice après la mort du jeune Michael Brown, tué en août dernier par la police locale. Aux États-Unis, la tension reste palpable à Ferguson. Plusieurs dizaines de jeunes ont à nouveau manifesté hier soir devant le poste de police de la ville pour exiger sa fermeture. La police locale est accusée de pratiques racistes quasiment routinières dans un rapport du ministère de la Justice commandé après la mort de Michael Brown, un jeune noir de 18 ans. La veille, un autre rassemblement avait dégénéré. 2 policiers ont été atteints par balles au visage et à l'épaule. Le ou les tireurs n'ont pas pu être identifiés. Ils sont toujours activement recherchés. Les policiers, eux, sont hors de danger. Ils ont depuis quitté l'hôpital.
Ferguson craint de revivre les violentes émeutes qui avaient éclaté après la mort de Michael Brown. Des habitants ont organisé hier soir une veillée pour lancer un appel au calme. 4 jours après le drame de Villa Castelli dans le nord-ouest de l'Argentine qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 8 ressortissants français suite à une collision d'hélicoptères, les habitants de la région ont observé hier nuit un temps de recueillement en hommage aux victimes de l'accident. Le reportage. Un drapeau qui réunit les couleurs de l'Argentine et de la France. Et une date, le 9 mars, jour de l'accident. Jeudi soir, les habitants de Villa Castelli ont rendu hommage aux 10 victimes du crash d'hélicoptère, 2 pilotes argentins et 8 Français venus tourner une émission d'aventure dans cette province reculée du nord-ouest de l'Argentine. L'émotion suscitée en France par la catastrophe et la disparition de 3 sportifs de haut niveau est également ressentie par les habitants de cette petite ville. Émotion qui se double chez les responsables politiques d'un sentiment de culpabilité. Perdón al país de Francia, peor, perdón a esas familias que han perdido sus seres queridos en esta tierra. Nunca fue la intención de nuestras autoridades de que esto pasara. Sí fue la intención de que al descubrir, al reconocer estas bellezas naturales. Au cours de la même soirée, l'équipe de production de Dropt ainsi que les sportifs français quittaient la région, direction Buenos Aires. Après avoir livré leur témoignage au juge argentin en charge de l'enquête, ils doivent s'envoler vendredi pour rentrer en France. Pour l'info religieuse de ce journal, disons que le 4 mars dernier, l'Assemblée régionale de l'Est du Tennessee aux États-Unis a repoussé de cette voie l'amendement 14F qui propose une redéfinition du mariage pour son livre de doctrine de l'Église presbytérienne comme étant l'union entre 2 personnes, traditionnellement un homme et une femme. Présenté lors de l'Assemblée biennale de juin 2014, l'amendement 14F doit être voté par l'ensemble des régions. Pour l'instant, 79 assemblées ont voté en sa faveur et 37 s'y opposent. En 2010, l'adoption par l'Église presbytérienne de l'ordination d'homosexuels non célibataires avait suscité la démission de 150 églises. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce vendredi. Merci de votre attention. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.